Des jumelles noires disparues en 2004. 20 ans plus tard, une seule est revenue. Elles allaient au magasin comme elles l'avaient toujours fait. Deux sœurs jumelles de 15 ans, inséparables depuis la naissance. Elles s'étaient arrêtées pour acheter des snacks. On les a vues monter dans une berline blanche. Et puis plus rien. Aucune alerte Amber, aucune enquête qui ait jamais abouti. Pendant 20 ans, leur mère a laissé la lumière du porche allumée. Puis un matin de 2024, une femme pieds nus, sans papier, s'est effondrée sur le bas-côté d'une autoroute. Elle a murmuré une seule phrase. Elle n'a pas réussi à s'en sortir. Avant de commencer, merci de regarder Minority Struggles. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. C'est essentiel pour nous de savoir que nous partageons ces histoires ensemble. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Elles avaient 15 ans, mais elles se déplaçaient dans Augusta comme des adultes. Pas parce qu'elles le voulaient, mais parce qu'elles le devaient. Janelle et Jalissa Morgan avaient grandi trop vite dans les logements sociaux de Jennings, un des coins les plus rudes de la ville, où tout le monde connaît votre nom, mais où peu vous connaissent vraiment. Mais elles savaient, elles, c'était la règle. Là où on voyait Janelle, on voyait Jalissa. L'une était calme, l'autre bruyante, l'une curieuse, l'autre audacieuse. Elles n'étaient pas identiques, mais leur lien l'était. Un lien forgé par des nuits passées côte à côte sur un vieux matelas grinçant, à échanger leurs rêves dans le noir, à comprendre très tôt que personne ne viendrait, sauf si c'était l'une pour l'autre. L'après-midi du 18 mars 2004, les jumelles quittèrent le collège Murphy comme à leur habitude. Elles coupèrent de par Olive Road, descendirent la 12e rue et allèrent chez leur cousine Tasha. Tasha avait le câble, des pizzas surgelées, et les filles étaient accros à 106 et Park. Elles restèrent plus longtemps que prévu. Le soleil commençait à décliner, teintant les trottoirs d'une lumière dorée. C'était un jeudi. Les lampadaires ne s'étaient pas encore allumés, mais Vanessa Morgan les attendrait bientôt à la maison. Les filles rassemblèrent leurs affaires et dirent au revoir. Avant de rentrer, elles passèrent chez leur grande sœur Nia, quelques portes plus loin. Elles lui demandèrent de les raccompagner jusqu'à Jennings. Elle refusa, elle faisait les cheveux de son bébé. Elles demandèrent alors à leur cousine. Tasha était trop fatiguée. Elles haussèrent les épaules. Elles avaient fait ce trajet 100 fois, moins d'1 kilomètre. Elles connaissaient le chemin. Et elles étaient ensemble, comme toujours. Leur dernier arrêt fut la station-service Pump and Shop de la 12e rue. Leur endroit préféré. L'homme derrière le comptoir les connaissait par leur prénom. Jalissa prit un paquet de chips épicés. Janelle choisit un soda au raisin. Elles payèrent avec des billets froissés, dirent merci et sortirent. Les caméras de sécurité les montrèrent, quittant le magasin à 18h42. Et puis, cela arriva. Une Ford blanche entra sur le parking au moment où les filles sortaient. On vit la voiture ralentir. La vitre côté passager s'abaissa. Les filles hésitèrent, se regardèrent, puis s'approchèrent. Jalissa se pencha pour parler au conducteur. Janelle resta proche, dos à la caméra. Après une brève pause, la portière arrière s'ouvrit. Elles montèrent. La voiture partit calmement, comme n'importe quelle autre dans la ville. Ce fut la dernière fois que l'on vit les jumelles Morgan. À la maison, Vanessa rentra de son service à la maison de retraite Magnolia Ridge vers 19h30. Fatiguée, les pieds douloureux, son uniforme sentait un mélange de désinfectant et de beurre de cacao. Elle s'attendait à retrouver les filles déjà là, peut-être en train de regarder des dessins animés ou de se disputer pour une lumière laissée allumée. Mais l'appartement était silencieux, les lits intacts, l'air trop calme. D'abord, elle pensa qu'elles étaient juste en retard, peut-être encore chez Nia. Mais quand Nia a dit qu'elles étaient déjà parties, quelque chose se noua en elle. Vanessa commença à appeler tout le monde. Les cousins, les amis, l'école. Personne ne les avait vus. Elle mit son manteau et refit le trajet à pied, seule. De Jennings jusqu'à la Pump and Shop et retour. Elle fouilla chaque trottoir, chaque buisson, chaque ruelle. Elle cria leur nom dans la nuit. Les gens la regardèrent depuis leur porche. Certains inquiets, d'autres indifférents, d'autres encore simplement fatigués d'entendre parler de problèmes. À 22h, elle était au poste du shérif du comté de Richmond pour signaler leur disparition. Le policier de l'accueil, un jeune homme blanc à la coupe militaire et au clipboard, gribouilla pendant qu'elle parlait. Deux filles de 15 ans, jumelles, vues pour la dernière fois à la station-service.
Aucune histoire de fugue. Bonnes élèves. Ne sortez jamais sans permission. La voix de Vanessa se brisa à cette dernière phrase. Il leva les yeux, hocha la tête et dit ce qu'elle savait déjà. Elles font probablement juste un petit tour. Les ados font ça. Pas mes filles, répondit-elle. Elles ne fuient pas. On gardera un œil, dit-il, déjà passé à l'appel suivant. Vanessa sortit du commissariat avec le sentiment que personne ne viendrait. Le lendemain matin, elle retourna à la Pump and Shop avec une affiche imprimée sur son vieux PC. Le vendeur la reconnut tout de suite. Il les avait vues la veille. Elles avaient acheté des chips et un soda. Tout semblait normal. Elle le supplia de regarder les enregistrements. Il accepta. Elle visionna la bande avec les mains tremblantes. Elles étaient là, ces bébés, en train de rire, de parler, 2 filles rentrant chez elles, puis la voiture. Elle hurla quand elle les vit monter à bord. La police récupéra la vidéo, mais ne lança pas d'alerte Amber. Selon eux, les critères n'étaient pas remplis. Pas de preuve d'enlèvement. Peut-être avait-elle accepté un tour d'un proche. Peut-être reviendrait-elle. Vanessa savait que non. Elle ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Elle resta à la table de la cuisine, les yeux fixés sur la porte. Et la porte resta fermée. 2 jours après la disparition de Janelle et Jalissa, un chasseur nommé Lester Caldwell se promenait sur un sentier boisé à la limite du comté de Richmond. Un coin abandonné, envahi par la végétation, utilisé plus souvent par les cerfs que par les humains. Lester ne s'attendait à rien d'autre que des traces ou peut-être un nid d'écureuils. Mais dans une clairière, près d'un vieux chemin de terre, il vit quelque chose d'étrange sous une couche de pins et de feuilles mortes. Une Ford blanche, garée, presque parfaitement camouflée par le temps et les buissons. D'abord, il pensa à une voiture volée. Il s'approche. Les portes étaient déverrouillées. L'intérieur sentait le moisi, le métal rouillé. Les clés étaient toujours sur le contact. Pas de sang, aucun signe de lutte. Mais autre chose. 2 sacs à dos d'école posés côte à côte sur la banquette arrière. Un rose, un bleu marine. Dans le sac rose, un cahier avec Janelle Morgan, écrit en grosses lettres. Une fiche de maths à moitié remplie. Dans l'autre, une veste en jean usée, une trousse Hello Kitty, un mini flacon de spray corporel rose. Dans le porte-gobelet, une bouteille de soda au raisin, à moitié vide. Le chasseur recula, le cœur battant. Il appela la police. En quelques heures, les enquêteurs arrivèrent. Des rubans jaunes, des gyrophares. Soudain, l'enquête qu'on avait négligée devint réelle. La voiture fut reliée à Raymond Pike, un ancien voisin de Vanessa Morgan. Il n'habitait plus à Augusta depuis des années, mais les anciens se souvenaient de lui. Un homme discret, toujours poli, qui aidait les personnes âgées à porter leurs sacs. Il conduisait Vanessa à ses rendez-vous à la clinique quand les filles étaient petites. C'était avant qu'il ne quitte soudainement la ville en 1998, sans aucune explication. Dès que Vanessa entendit le nom Pike, elle s'effondra dans son salon. Elle se souvenait de lui. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. L'homme qui saluait ses filles depuis son Porsche, celui qui leur avait déjà donné des glaces en été. L'homme à qui elle avait demandé d'arrêter d'être si amicale lorsque Jalissa avait dit qu'il sentait bizarre. Maintenant, sa voiture avait été retrouvée abandonnée avec les affaires des filles à l'intérieur. Mais Pike, lui, avait disparu. La détective Celeste Ward, encore jeune recrue à l'époque, se souvenait du moment où l'affaire avait basculé. Un jour, il ne s'agissait que d'un banal signalement de fugue d'adolescente. Le lendemain, c'était autre chose. Quelque chose de plus froid. La découverte de la voiture ne confirmait pas seulement qu'il s'était passé quelque chose. Elle prouvait que les filles n'étaient pas parties de leur propre gré. Elles étaient montées dans ce véhicule. Elles étaient avec quelqu'un en qui elles avaient confiance. Et puis elles avaient disparu. Et pourtant, aucune alerte Amber n'avait été lancée. Le département avait évoqué des problèmes de juridiction, le retard dans la localisation du véhicule, l'absence d'enlèvement confirmé. C'était la politique, disait-il, pas de la négligence. Mais pour Vanessa, c'était clair. Ils avaient pris leur décision dès qu'elle avait franchi les portes 2 jours plus tôt. Ses filles étaient peau noire, issues d'un logement social, élevées par une mère célibataire. Ils n'avaient pas vu une affaire. Ils avaient vu une statistique. Dans les semaines suivantes, des bénévoles ont quadrillé les quartiers, frappé aux portes, fouillé les bois proches de l'endroit où la voiture avait été retrouvée. Quelques personnes sont venues avec des témoignages vagues, mais aucune preuve. 2 jours plus tard, la police arriva. 2 jours plus tard, les enquêteurs arrivèrent. Des bénévoles ont quadrillé les quartiers, frappé aux portes, fouillé les bois proches de l'endroit où la voiture avait été retrouvée. Quelques personnes sont venues avec des témoignages vagues,
Plus, quelqu'un disait avoir vu une voiture semblable devant une supérette une semaine avant. Une autre femme affirmait avoir vu les filles dans un autre quartier 2 jours après leur disparition. Aucune piste n'a abouti. Les sacs ont été analysés à la recherche d'empreintes. Aucune ne correspondait à quelqu'un en dehors du foyer. La bouteille de soda au raisin contenait des empreintes partielles, mais elles étaient floues. Les détectives n'ont pas pu déterminer si les filles étaient montées de force ou volontairement. Tout ce qu'ils savaient, c'est que les sacs n'avaient pas été jetés. Ils avaient été posés comme si quelqu'un voulait qu'on les retrouve, ou comme si quelqu'un était parti précipitamment. L'intérêt médiatique s'est vite estompé. Quelques chaînes locales ont diffusé de courts segments. Un présentateur a mal prononcé le prénom de Jalissa. Une autre émission a montré les mauvaises photos. Un membre du conseil municipal a promis des ressources. Puis plus rien. Dès la 3e semaine, la plupart des affiches s'étaient décollées des poteaux téléphoniques ou avaient été emportées par la pluie de printemps. Dans la maison des Morgan, le temps s'écoulait différemment. Vanessa passait ses matinées sur le porche, à observer chaque voiture qui passait. Elle parlait aux voisins qui offraient des mots gentils et des gratins. Elle faisait les 100 pas dans le couloir la nuit, à l'écoute de pas qui ne venaient jamais. Elle cuisinait toujours le dîner préféré des filles le jeudi, poulet rôti, macaroni au fromage en boîte et pêches en conserve. Elle laissait la lumière du porche allumée chaque nuit. La chambre des filles était restée intacte. Les posters toujours au mur, leurs chaussures bien rangées sous le lit. Vanessa avait arrêté de dormir dans sa chambre, préférant le canapé près de la fenêtre, au cas où quelqu'un viendrait frapper. La détective Ward continuait discrètement à suivre l'affaire depuis son bureau. Elle n'était pas en charge, mais elle écrivait des notes internes, demandait l'accès aux listes de personnes disparues des comtés voisins, gardait les noms des jumelles Morgan sur son tableau. Elle n'avait pas beaucoup d'autorité, mais elle avait un pressentiment. Quelque chose chez Pike ne collait pas. Une vérification d'antécédents montrait qu'il avait quitté Augusta pour la Floride en 1998. Mais après ça, plus rien. Aucune fiche d'emploi, aucune adresse récente, aucun renouvellement de permis. Comme s'il avait disparu avant même que les filles ne le fassent. Vanessa croyait qu'il était revenu. Elle l'a dit dans chaque interview, chaque cercle de prière, chaque veillée dans un sous-sol d'église. Il est revenu et personne ne l'a remarqué. Il est revenu et a pris ses bébés. Mais elle n'avait aucune preuve. Juste l'instinct d'une mère et le poids du silence. Quand le printemps céda la place à l'été, les bénévoles se firent plus rares. Quand la rentrée scolaire arriva, aucun enseignant ne demanda où étaient Janelle et Jalisa. Le dossier fut déplacé dans un autre tiroir. Aucune charge ne fut retenue, aucune arrestation, aucun progrès. Juste 2 filles disparues et une voiture pleine de fantômes. À l'automne, les noms de Janelle et Jalissa Morgan avaient presque disparu des journaux d'Augusta. L'attention que l'affaire avait suscitée s'évanouissait sans réponse. La berline Ford blanche gisait au dépôt de preuves derrière le bureau du shérif, usée par les intempéries, étiquetée, attendant des charges qui ne viendraient jamais. Le nom de Pike s'était évaporé des bouches des forces de l'ordre. Pas d'arrestation, pas de déclaration, pas de conférence de presse. Juste la même phrase répétée à chaque demande. L'enquête est en cours, mais pour Vanessa, ça ne semblait pas en cours. Cela ressemblait à une lente mise en terre vivante. Elle vit les semaines devenir des mois. Les groupes de recherche passèrent de dizaines à 3, puis à aucun. Les équipes de médias, autrefois garées devant son immeuble, cessèrent d'appeler. Les journalistes avec bloc-notes et micros étaient passés à d'autres histoires. Des histoires avec des résolutions. Personne ne voulait parler de 2 filles noires d'un quartier défavorisé sans nouvelle piste. Vanessa en parlait encore, à tous ceux qui voulaient bien écouter. Elle visite chaque église du comté de Richmond et au-delà, se leva dans les forums communautaires, distribua des tracts faits maison avec des photos d'école désormais floues à force d'avoir été trop copiées. Elle portait les colliers des filles chaque jour, un avec une petite planète que Janelle adorait et l'autre une croix en or que Jalissa avait reçue pour ses 13 ans. Vraiment. Elle les porterait jusqu'à leur retour. Elle gardait aussi la chambre intacte. 2 lits jumeaux avec des draps à dessins animés et des peluches parfaitement rangées, des devoirs encore accrochés au mur, un tableau de corvée que Jalissa avait à moitié rempli au feutre rose, leurs chaussures bien alignées sous la fenêtre. Ce n'était pas un sanctuaire, c'était un espace gardé ouvert, un message à l'univers, elle croyait.
pas espérer, croyait qu'elle reviendrait. Mais croire peut ressembler à de la folie quand le monde vous oublie. En mars 2005, un an après la disparition des jumelles, Vanessa se tenait seule devant le bureau du shérif, une bougie dans un gobelet en plastique. Pas de caméra, pas de journaliste, juste elle. Elle alluma 2 bougies et les posa sur les marches en béton. Une pour Janelle, une pour Jalissa. Quand le vent les éteignait, elle les rallumait encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un à l'intérieur lui demande de partir. Plus tard ce même mois, le bureau du shérif du comté de Richmond clôtura discrètement l'affaire. Ils ne l'annoncèrent pas. Ils reclassèrent simplement les documents, indiquant le statut comme inactif pour manque de preuves. Une décision administrative. Vanessa ne la prendrait que plusieurs mois plus tard. Quand elle le découvrit, elle se rendit en personne au commissariat, marcha jusqu'à la réception et demanda si c'était vrai. L'agent en poste lui jeta un regard las et dit que ce n'était rien de personnel. Il n'avait tout simplement plus rien à exploiter. Vanessa répondit qu'il n'avait jamais cherché suffisamment. Il ne répondit pas. Dehors, devant le poste, elle s'effondra sur elle-même. Un inconnu tenta de l'aider, mais elle le repoussa. Son chagrin ne cherchait pas la pitié. Il réclamait la justice. En 2006, plus personne ne parlait des jumelles Morgan. Ni aux infos, ni dans les écoles, ni même dans le quartier de Jennings, où des enfants demandaient pourquoi leur nom n'était pas inscrit sur le mur commémoratif du centre de loisirs. Vanessa, elle, continuait chaque semaine à marcher jusqu'à la station-service, comme un rituel. Elle s'arrêtait devant la pompe, regardait la rue où la voiture avait été retrouvée et murmurait les prénoms de ses filles, comme une prière. La détective Céleste Ward ne les avait pas oubliées non plus. Elle n'était plus en charge du dossier, mais gardait les affiches des filles punaisées dans son bureau. Parfois, elle restait à les fixer, incapable de se concentrer sur ses nouvelles enquêtes. Elle avait soumis des demandes d'aide fédérale, consulté des bases de données de dossiers non résolus, mais sans témoins, sans suspect, sans corps. Elle ne pouvait pas faire grand-chose. Pourtant, elle n'abandonnait pas. Fin 2007, en réorganisant des archives, elle retrouva le dossier des Morgan. Les photos avaient jauni, le dossier s'effritait. Elle relut ses propres notes. Pourquoi Pike serait-il revenu? Était-il seul? Était-ce la première fois? Le dossier semblait clos comme si cela suffisait. Mais sans réponse, il n'y a pas de fin. En 2010, Vanessa avait les cheveux grisonnants. Elle marchait plus lentement, parlait plus doucement. Mais à chaque fois qu'elle racontait l'histoire, à l'église, lors de veillées ou à des inconnus, sa voix ne tremblait jamais. Mes filles n'ont pas fugué, on les a prises, et quelqu'un sait ce qui s'est passé. La ville, elle, avait tourné la page. Des immeubles avaient été rénovés, le quartier de Jennings transformé. Une nouvelle génération avait grandi sans jamais entendre parler de Janelle et Jalissa. Mais Vanessa, elle, se souvenait de tout. Leur heure de naissance, leur peur, laquelle avait un grain de beauté derrière l'oreille, laquelle faisait un double nœud à ses lacets. Elle savait que ses filles n'étaient pas parties volontairement, même si le reste du monde l'avait oublié. Le 18 mars 2024, 20 ans jour pour jour après leur disparition, Vanessa ne fit rien. Pas de gâteau, pas de bougies, pas d'affiches neuves. Elle resta assise à la table de la cuisine, dans le noir, les mains croisées, attendant que le café coule. Cette année, le silence était plus lourd que l'espoir. Puis le téléphone sonna. Un numéro inconnu de Caroline du Sud. Elle faillit ne pas répondre. Mais quelque chose, un pressentiment, la poussa à décrocher. « Est-ce que je parle à Vanessa Morgan ?»« Oui. Je crois que nous avons retrouvé votre fille. » Vanessa ne put répondre. Une femme avait été retrouvée, pieds nus, au bord d'une route près de Sumter, sans papier, avec seulement une vieille photo froissée dans la poche. 2 adolescentes noires en uniforme scolaire. Une infirmière remarqua la ressemblance. À l'hôpital, la femme ne disait presque rien. Quand on lui demanda son nom, elle répondit seulement « Janelle ». Vanessa lâcha le téléphone. Elle traversa l'État en voiture avec sa nièce, les mains crispées sur le volant, le cœur battant si fort qu'elle en avait du mal à respirer. À l'hôpital, on lui demanda d'attendre. Le médecin dit doucement « Elle est très affaiblie. Nous faisons des examens. Elle est consciente, mais on ne comprend pas encore tout ce qu'elle a vécu. » Vanessa n'écoutait déjà plus. Elle entra. La femme dans le lit ne ressemblait pas à sa petite fille, mais c'était elle. Janelle était amaigrie,
les traits tirés, les cheveux coupés grossièrement, les lèvres gercées. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Lorsqu'elle leva le regard, « Maman », Vanessa ne pleura pas. Elle s'assit simplement et prit sa main, comme on touche un fantôme. Janelle la serra faiblement, comme pour s'assurer que sa mère ne disparaisse pas à son tour. Le premier jour, elle ne parla pas. Le deuxième, en silence face à une infirmière, elle lâcha une phrase. Elle n'a pas réussi à s'enfuir. La détective Céleste Ward reçut l'appel ce jour-là. Retraitée depuis 2 ans, son téléphone sonnait encore pour les affaires classées. Quand elle entendit « Janelle Morgan », elle sauta dans sa voiture. À l'hôpital, elle vit la jeune femme assise, les mains tremblantes. Janelle ne la reconnut pas, mais Céleste, elle, sut tout de suite. « On t'a attendu », dit-elle simplement. Les souvenirs de Janelle vinrent par bribes. Un sous-sol, une porte verrouillée, les pleurs de Jalissa, la voix d'un homme, le bruit d'une chaîne. Jalissa parlait souvent d'un plan. Elle voulait fuir. Un soir, elle essaya. Il y eut un cri, puis plus rien. Janelle ne l'a plus jamais revue. Après ça, l'homme l'a déplacée ailleurs. Puis encore ailleurs. Il avait changé son nom. Il lui avait dit que personne ne la cherchait, que Jalissa était morte et que si elle fuyait, elle finirait dans un fossé. Longtemps, elle l'avait cru. Elle avait vécu dans des caravanes, des cabanes, des maisons abandonnées qui sentaient la moisissure et l'eau de javel. Travaillait sous de faux noms, dans des cuisines ou des stations-service. Une femme avait fini par l'héberger, lui offrant une chambre. Cette femme était morte l'année dernière. C'est à ce moment-là que Janelle s'était enfuie. Elle avait marché pendant des jours, dormi dans les bois, mangé dans des poubelles, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le bord d'une autoroute près de Santi. Quelqu'un avait appelé les secours. Elle n'avait sur elle qu'une vieille photo d'elle et Jalissa en uniforme scolaire. Les tests ADN et ses empreintes digitales avaient confirmé son identité. Tout correspondait. Sauf que Jalissa, elle, manquait toujours. Cette nuit-là, Vanessa s'était assise près du lit d'hôpital, tenant les mains de sa fille. Elle lui avait montré la photo d'un dernier gâteau d'anniversaire, avec les 2 prénoms inscrits et 2 bougies allumées. « Tu es revenu, c'est tout ce que j'ai jamais voulu. » Janelle n'avait rien dit. Elle fixait le ciel nocturne à travers la fenêtre et pour la première fois depuis 20 ans, se demanda si Jalissa pouvait encore être vivante. Son histoire, elle ne l'a pas racontée d'un seul coup. Elle est sortie en morceaux, en cauchemars, en chuchotements partagés dans le noir. Ce n'était pas une histoire linéaire, c'était une tempête. Et elle en sortait à peine, les pieds nus sur les débris. Le soir de leur disparition, elle n'avait pas été emmenée très loin. Janelle se souvenait des virages, du chemin de terre, du bruit du gravier. Une maison perdue dans les bois, banale de l'extérieur mais vide à l'intérieur. Pas de meubles, pas de frigo. Un sous-sol fermé à clé de l'extérieur. C'est là qu'elles étaient retenues. Un matelas, un seau, une vieille lampe. Pike venait avec des conserves, ne les laissait jamais ensemble. Il les observait toujours depuis les escaliers, un objet dans la main. Jalissa chuchotait des plans, comptait les jours, dessinait des itinéraires d'évasion sur le mur. Puis un soir, le verrou coinça. Jalissa tenta de s'enfuir. Janelle eut trop peur. Elle entendit une lutte, un cri, puis plus rien. Quand Pike revint, couvert de boue, il lui dit simplement que Jalissa était partie. Elle ne la revit jamais. Les années suivantes, Pike la déplaça d'un endroit à l'autre. Parfois dans des caravanes, une fois à l'arrière d'une église. Il lui donna de faux noms, interdit de parler, menaça de la tuer si elle fuyait. Elle obéit. Elle oublia même son vrai prénom. Elle commença à croire que peut-être Jalissa était vraiment morte, que personne ne la cherchait, que Pike avait raison, et il n'était pas seul. Une femme en Alabama les avait hébergés sans poser de questions. Un homme au Tennessee avait employé Pike sans demander qui était la fille dans la voiture. Personne ne s'interrogeait. Personne ne regardait. À 17 ans, Pike l'avait laissée chez une certaine Charlène, en Caroline du Sud. Charlène était gentille mais distante. On lui avait dit que Janelle était une fugueuse. Elle lui donna une chambre, des vêtements, une nouvelle identité. Janelle devint Kayla. Elle travailla dans une supérette, silencieuse et fermée. Elle y resta près de 10 ans, puis Charlène tomba malade et mourut. Janelle se retrouva seule. Elle prit alors une décision. Elle glissa sa vieille photo dans la Bible, à la page du verset préféré de Jalissa,
et partit à pied. Elle n'avait pas de plan, juste l'instinct de marcher vers quelque chose qu'elle croyait perdu, la liberté. L'enquête rouverte avança rapidement. L'ancienne détective Celeste Ward, avec l'aide du FBI, retraça les alias de Pike. Une empreinte digitale retrouvée sur l'ancienne voiture blanche, conservée en preuve, correspondit à une demande récente d'emploi en Floride. Pike vivait à Panama City sous le nom de Harold Simmons. Il travaillait dans la sécurité privée. Quand les agents l'arrêtèrent, il ne résista pas. Chez lui, ils trouvèrent un carton rempli de souvenirs. Clés, colliers d'enfants, coupures de journaux sur la disparition des filles. Un test ADN sur un échantillon du véhicule confirma la présence de Janelle et Jalissa. Pike fut inculpé d'enlèvement, séquestration et entrave à la justice. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Pour la première fois depuis 20 ans, les noms de Janelle et Jalissa étaient mal partout. Mais ce n'était pas encore la fin, car Jalissa, elle, n'était toujours pas rentrée. Le procès fut fixé à la fin de l'été. Les caméras encerclèrent le tribunal. Les volontaires affluèrent. Ceux qui avaient ignoré les affiches autrefois voulaient maintenant aider. Les journalistes qui n'avaient jamais couvert l'affaire initiale se tenaient devant des fresques qu'ils ne connaissaient pas, la mine grave face aux caméras. Ils disaient que la ville était bouleversée, que la justice approchait. Mais Janelle Morgan n'y prêtait aucune attention. Elle témoigna à huis clos. Le tribunal fut scellé, la presse exclue. Pas de caméra, pas de croquis. Juste sa voix, sa mère à ses côtés et l'homme qui leur avait tout pris, assis en silence de l'autre côté de la salle. Elle ne le regarda jamais. Elle raconta ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait perdu. Chaque mot semblait arraché à des années de silence. Sa voix trembla quand elle prononça le nom de Jalissa, mais elle continua. À la fin, elle se leva, sortit sans un regard en arrière. L'avocat de Pike demanda une expertise psychiatrique, parla de confusion, d'identité erronée. Mais les preuves, ADN, empreintes, témoignages, étaient accablantes. Il fut maintenu en détention, inculpé de multiples chefs d'accusation, d'autres encore en attente. Aucun chef de meurtre ne fut retenu. Sans corps, la loi ne pouvait rien affirmer. Officiellement, Jalissa restait portée disparue. Mais pour Janelle et Vanessa, elle était toujours là. Une mère sait. 1 mois après le début du procès, la ville d'Augusta vota la création d'un jardin mémorial, au cœur de la cité Jennings, là où se trouvait l'aire de jeu. Il y aurait des fleurs de Géorgie, un banc pour se recueillir et une sculpture de 2 fillettes main dans la main. Mais Vanessa n'attendit pas. Le jour du 20e anniversaire de la disparition, elle et Janelle retournèrent à l'endroit où la voiture avait été retrouvée, en lisière de forêt, encore marquée par un ruban de police jauni. Elles se tinrent en silence. Vanessa s'agenouilla et déposa un sweat violet ayant appartenu à Jalissa. Elle l'avait récupéré après l'arrestation de Pike. Il sentait encore le plastique, la poussière et quelque chose d'indéfinissable, de vide. Janelle tenait une bougie et une photo d'école plastifiée. Elle avait nettoyé les bords. Le sourire de Jalissa semblait plus jeune, figé dans le temps. Elle alluma la bougie, la posa à côté du vêtement et murmura « Tu n'es pas sortie, mais moi si. Je nous porterai toutes les deux. » Le soir venu, tandis que le soleil disparaissait derrière les pins et que les ombres s'allongeaient, Vanessa s'installa sur le perron avec un plateau de bougies. Pas d'invités, pas d'affiches, juste elle et sa fille et une table pleine de lumière. Janelle en alluma une pour Jalissa, puis pour toutes les filles jamais rentrées, pour toutes les mères qui attendent encore. Quand la dernière flamme dansa, elle s'assit près de sa mère. Elle ne parlera pas. Elle n'en avait pas besoin. 20 ans leur avaient été volés. Mais cette nuit-là, douce et silencieuse, leur appartenait. Quelques semaines plus tard, une fresque apparut à l'angle de la 12e rue et du boulevard Martin Luther King. Personne ne sut qui l'avait peinte. Elle montrait 2 fillettes aux tresses traversant une porte d'étoiles. L'une regardait en arrière, l'autre avançait. En bas, en petites lettres blanches, on pouvait lire « Toujours jumelles, même maintenant ».